Bienvenue dans toutes les France. Le fils d'outre-mer que je suis doit tout à la République. C'est elle qui, dans ma Guyane natale, nous a apporté la dignité et la culture. C'est ce que aimait à rappeler Gaston Monnerville, homme d'État français, né le 2 janvier 1897 à Cayenne. Successivement avocat, maire, député, sénateur, il achevait en 1968 22 ans ou 21 ans de présidence du Sénat. La République l'a-t-elle oublié? Débat aujourd'hui dans toutes les France avec nos invités. Tout d'abord, Jean-Claude Beaujour, vous êtes avocat. Bonjour. Bienvenue dans toutes les France. Merci. À vos côtés, Christiane Taubira, députée de Guyane. Merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. De l'autre côté du plateau de toutes les France, monsieur Christian Charrière Bournazel. Vous êtes bâtonnier de Paris et vous organisez la semaine prochaine, le 14, un hommage à Gaston Monnerville. Absolument. Merci d'être avec nous. Et Claude Ribes, écrivain, historien. Merci d'être avec nous. Alors, on va commencer avec vous, Christian Charrière Bournazel. Qui était Gaston Monnerville? Pourquoi l'a-t-on en quelque sorte un petit peu oublié aujourd'hui? Ah, écoutez, moi, d'abord, c'est quelqu'un dont je peux parler parce que je l'ai connu toute mon enfance et toute ma jeunesse. J'ai une partie de ma famille qui est du Lot. Mon père y était maire d'un petit village, conseiller général d'un canton. Et à l'époque où Gaston Monnerville était sénateur du Lot et maire de Saint-Céré. Et tous les ans, au mois de septembre, il venait à la maison avec Maurice Faure et un certain nombre d'autres notables politiques du département. Et j'ai gardé un souvenir très, très précis de cette période de ma jeunesse et de ces entretiens extraordinaires qu'à bâton rompu, Monnerville avait avec les invités de mon père. Et ce qui m'avait frappé, d'abord, c'était son extraordinaire éloquence. Il avait une élégance de parole tout à fait remarquable, une culture immense et une culture classique, la même que celle du jeune homme que j'étais. Il aimait Lamartine, il aimait Hugo, il aimait Zola, il aimait les écrivains qui l'avaient formé. Alors c'est un élève extrêmement brillant à l'école. Il avait été remarquable puisqu'il était boursier tout jeune, alors que son père était à l'époque dans la misère. Vous savez que son père a été révoqué de sa mission de fonctionnaire par un gouverneur dont Monnerville a toujours eu le nom avec charité, qui l'avait révoqué parce que il soutenait un autre candidat que le candidat officiel de la France. Nous parlons des années du début du siècle, avant la guerre de 14. Et c'est d'ailleurs la première injustice dont Monnerville parlait, qu'il avait marqué pour sa vie entière. Et sa passion du droit, qui était née à la fois de la fréquentation des grands auteurs et de cette culture française à laquelle il rendait hommage parce que Jules Ferry, qu'il cite souvent dans ses mémoires, avait permis qu'il devint un enfant de la République française et non plus le petit-fils d'esclave tel qu'il était né. Il a voué au droit une passion par la fraternité que le droit dispensait et par le sens de l'égalité qui était en lui et qui était pour lui quelque chose de fondamental. Il aurait pu dire comme Lamartine: je suis concitoyen de tout homme qui pense, la liberté c'est mon pays. Christiane Taubira, je suppose qu'en Guyane, Gaston Monnerville a une place particulière. Oui, mais sans doute insuffisante pour l'instant. Il y a une rue, Gaston Monnerville, il y a un buste au Jardin botanique, mais il n'est pas de façon très vive dans les consciences et dans les mémoires. Je crois pourtant que sa trajectoire de vie mérite d'être scrutée. Pour ma part, je considère que l'homme est absolument irréprochable. C'est un homme qui a conduit sa vie avec une fidélité majuscule, vraiment. Une fidélité à des idées, à une conception justement, un attachement au droit, un rapport sans doute idéal et idéaliste à la République d'ailleurs, ce qu'on peut comprendre parce que Gaston Monnerville est né 50 ans après l'abolition de l'esclavage, donc il a eu dans sa famille des personnes qui portaient encore la mémoire vivante de l'esclavage, tout à fait. Donc on peut comprendre cet attachement presque fébrile, même frénétique à la République, au point de mettre en péril sa propre carrière, sa personne, pour défendre un idéal qui était absolument magnifique. Simplement, peut-être qu'il est passé, alors je répète, l'homme est absolument irréprochable, en tout cas c'est ainsi que je le perçois, sur l'action politique, il est passé à côté de certaines contradictions de la République. Il les a perçus, parce qu'il avait une culture tellement vaste que rien ne pouvait lui échapper d'une certaine façon. Mais c'est quand même un homme qui a traversé le siècle, donc qui a connu la première guerre mondiale. Oui, voilà. Alors, voilà, oui, j'allais dire la troisième déjà. Voilà, la troisième, la quatrième, la cinquième. Finalement, il les a toutes combattues.
toutes les trois, et parce qu'il croyait à la République, hein, de façon singulière. Mais c'est un homme qui a traversé le siècle, donc la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi évidemment le démantèlement. Il a été voilà, le démantèlement de l'empire colonial. Oui. Donc Dien Bien Phu, la conférence de Bandung, il a vécu tout ça, la guerre d'Algérie, la libération de l'Algérie, voilà. Et on sent bien qu'il sait de façon très très précise, très claire. La réalité de l'empire colonial, mais il veut voir la République. Et je crois qu'il choisit de ne pas s'attarder aux contradictions de la République. Oui. Jean-Claude Beaujour, vous êtes avocat et Gaston Monnerville l'était, en tout cas au début de sa carrière, avec d'ailleurs une affaire emblématique, hein, l'affaire Galmo, oui, effectivement. Où s'appelait Douari est resté quasiment dans l'histoire. Oui. Vous savez, lorsqu'on a 65-66 ans de différence avec un personnage comme Gaston Monnerville, on est aussi très fier de pouvoir dire qu'on l'a bien connu. Je l'ai bien connu au cours de ces 10 dernières années de vie, et j'ai eu surtout la chance d'avoir quelque chose comme un professeur particulier sur 2 sujets. Tout d'abord, le droit, la justice. C'était un homme qui croyait au droit, c'était un fin juriste. Il était attaché à l'analyse juridique, et c'était aussi un professeur en, je vais employer un mot qui n'est peut-être pas dans le dictionnaire, en républicanisme, tant il est vrai qu'il a passé des heures à m'expliquer, me réexpliquer quelles étaient ses positions. Le message que je voudrais faire passer, c'est que il y a eu un mot, forfaiture, qui a peut-être marqué le divorce entre Gaston Monnerville et une partie de l'histoire politique, une partie de la famille politique de ce pays. Moi, je retiens... Parlez du gaullisme. Du gaullisme. Oui, je retiens avant tout que ce fut un grand républicain, que ce fut un homme politique de très haute valeur, engagé. On oublie le combat qu'il a mené pendant la guerre, que ce fut un homme attaché aux valeurs de liberté. Et que, pour cette raison, quelles que soient nos sensibilités politiques, et je n'étais pas toujours d'accord avec lui, quelles que soient nos sensibilités politiques, la République, justement, parce qu'elle est la République, doit savoir dire « je reconnais ceux de mes enfants qui sont des enfants de valeur ». Et donc là-dessus, avec, j'ai envie de dire, avec sous l'autorité du bâtonnier de Paris, j'ai grand plaisir à pouvoir travailler aujourd'hui à ses côtés, à cette commémoration qui doit être au-delà du barreau de Paris, un hommage de la République française à l'un de ses enfants méritants. Claude Ribes, Gaston Monnerville a effectivement mis la République, pour lui la République c'était tout. J'ai commencé l'émission en disant, lui elle lui a tout apporté, elle lui a tout appris. Est-ce que cette vision de la République n'est pas en décalage avec ce que la République lui aurait rendu ou pas rendu? C'est vrai que la question majeure, mes amis viennent de rendre hommage à Gaston Monnerville. Bon, je ne vais pas insister sur le côté géographique de cette émission. Le véritable problème, c'est de savoir pourquoi il occupe si peu de place dans notre panthéon républicain, alors qu'il a failli exercer la magistrature suprême. Il s'en est fallu de peu qu'un descendant d'esclaves ne devienne président de la République française. Alors, vous faites référence sur la Constitution, en cas de vacance du pouvoir, c'est le président du Sénat qui remplace le président de la République. Qui a de peu exercé brièvement cette magistrature. Mais la véritable question pour moi, c'est, en généralisant, comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2008, il faille des initiatives telles que celle du bâtonnier Charrière-Bournazel pour qu'on rende hommage aux hommes de ce calibre. Je suis surpris d'ailleurs, je ne veux pas être méchant, mais je suis surpris d'ailleurs que cet hommage n'ait pas été rendu au Sénat. C'est un peu étrange, il a présidé le Sénat pendant plus de 20 ans. Il y a une salle Gaston Monnerville au Sénat. Oui, nous avons, Jean-Claude Beaujour et moi-même, milité, il oubliait de le dire, dans le cadre associatif, pour qu'un hommage soit rendu d'une manière officielle par la ville de Paris. Il y a eu une plaque il y a 2 ans qui a été mise en mémoire de Gaston Monnerville, mais pas grand-chose. La véritable question, c'est comment des gens de ce calibre, aujourd'hui, qu'il est tellement question de diversité, comment des gens de ce calibre n'occupent pas une plus grande place dans le panthéon républicain? C'est ça la vraie question. Monnerville et les autres, parce qu'il y en a qui l'ont précédé. Christian Charrière-Bournazel. Je ne prétendrai pas donner une réponse à cette question qui est en effet une question qu'on peut se poser avec beaucoup de surprise et de... Qui est celle de l'émission, donc bon, alors, je vais développer. Oui. Si vous voulez,
indépendamment de ce que je dis de mes souvenirs, je ne vais pas y revenir, et du fait que je l'ai personnellement côtoyé et appris beaucoup de lui, il m'a même fait l'honneur d'être ma caution morale quand j'ai prêté serment d'avocat, c'est vous dire que nos liens étaient proches. Il y a quelque chose, il y a une double réponse possible. La première, c'est celle qui me heurte le plus. Il était métis. Et dans une France qui avait probablement encore du mal à se faire à l'idée d'une véritable égalité, je pense qu'il n'est pas exclu que ça ait joué un rôle. La deuxième chose, c'est que Gaston Monnerville... Un rôle dans... Pour ne pas être président de la République. Non, pour ne pas être président de la République. Absolument. Pour ne pas être président de la République. Oui, car, pardonnez-moi, j'ai pas été complet. Parce qu'il y aurait une étape ultime... Non, il y a eu un moment où, président du Conseil de la République, logiquement, il aurait dû être président de la République, car c'était une tradition de la République. À l'époque où les présidents... Avant le suffrage universel, absolument, madame. Avant le suffrage universel, c'était le président... Qui l'a combattu. Du Conseil de la République, qui était élu. Et il ne l'a pas été... Je confirme ce que dit M. Bâtonnier. René Coty. Je n'ai rien contre M. René Coty, qui n'est pour rien. Mais il y a quand même quelque chose. Et je me rappelle un jour, dans notre maison du Lot, notre maison familiale, que nous avons depuis longtemps, je lui ai posé la question. J'étais jeune, j'avais 17 ans. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, pourquoi n'êtes-vous pas candidat à la présidence de la République Il est resté silencieux. Et mon père m'a fait, en me prenant le bras, signe que c'était un sujet trop douloureux, qu'il ne fallait pas l'aborder comme ça. Quand on est un jeune homme, on est imprudent. La deuxième raison tient au fait, la deuxième raison de cette mise à l'écart, c'est que Gaston Monnerville, est le tenant d'une des deux visions de la République qui n'est plus celle d'aujourd'hui depuis la 5e. Je m'explique. Vous savez, la République française est comme un fleuve, elle cherche son profil d'équilibre entre le bonapartisme et le parlementarisme. Et elle oscille entre un bonapartisme plus ou moins autoritaire, ou plus ou moins libéral, et un parlementarisme plus ou moins anarchique. Une autre question. Elle y pense on en parlera après. moment. Or, ce qui a fait la brouille de Gaston Monnerville avec le régime gaulliste, ce n'est pas le fait que Monnerville ait dit simplement forfaiture, d'ailleurs à l'intention du Premier ministre, pas du Président de la République, mais qu'il se soit opposé à la dérive bonapartiste de la République. Il n'y a pas de mépris pour les citoyens chez Monnerville. C'est pas par mépris de l'électeur. C'est parce qu'il ne voulait pas que le régime politique français devint un régime de type autoritaire, pouvoir personnel, péroniste, toute une série d'écueils dont on pourrait aujourd'hui se demander si on ne les a pas à plusieurs reprises rencontrés, en effet, madame. Et lui était un parlementaire. Et c'est dans une conception de la République où finalement la personne du chef ou du prince est plus importante que tout, comme au temps de Versailles, le républicain est oublié. Je confirme qu'effectivement, Gaston Monnerville a eu l'occasion de me dire la douleur qu'il avait ressentie lorsque, voyant son heure de président de la République possible arriver, eh bien, parce qu'il était métis, très probablement et très vraisemblablement, il avait été écarté promptement de la course. C'est vrai que c'était une douleur chez lui parce qu'il était profondément républicain et il pensait à l'égalité comme un souffle de vie. Alors, justement, Christiane Taubira, tout à l'heure, vous disiez que il n'a pas perçu toutes les contradictions de la République. Il avait placé la République tellement haut qu'il en oubliait ses défauts, en quelque sorte. Alors, je ne pense pas qu'il ne les ait pas perçus. Je disais qu'il a une culture si vaste qu'il s'en est rendu compte. Je pense qu'il a choisi de ne pas s'appesantir sur les contradictions de la République. Mais et toute sa vie. Oui. Pourquoi je pense qu'il les a perçus? Lorsqu'il plaide à Nantes, Nantes est quand même le port négrier le plus connu. Alors il faut peut-être rappeler les circonstances de cette plaidoirie. Alors il y a la mort de Jean Galmot, député en Guyane, qui est d'origine lyonnaise. Il y avait une contestation, en tout cas, du déroulement des élections à l'époque. On suppose... Oui. Alors, non, les émeutes partent de la mort de Jean Galmot. Oui. Alors, il y avait eu des incidents électoraux, il y en avait régulièrement, oui. Puisque dans la plaidoirie de Monnerville, il dit par exemple, combien de temps encore à Cayenne? Il y aura 3000 votants pour 1300 inscrits. Bon. Donc, on sait que les morts votaient, qu'il y a toutes sortes de personnes, les fantômes, les masquilili, enfin, toutes sortes d'êtres participaient au scrutin. Bon. Oui. La Guyane n'a d'ailleurs pas l'exclusivité de ce type de pratique.
Donc, il y a des incidents électoraux à répétition. Et en fait, ce qui va provoquer les émeutes, c'est la mort de Jean Galmot et l'hypothèse de son empoisonnement. Et là, effectivement, il y a 13 000 personnes dans les rues. Il y a des lynchages, il y a de vrais lynchages. Il y a donc des assassinats. Et on parle même de lapidation. Et il y a 14 personnes arrêtées. Et Monnerville sera chargé de défendre ces 14 personnes. Alors, le procès commence en Guyane. Il est délocalisé pour suspicion légitime et délocalisé où? À Nantes. À Nantes, oui. Hasard peut-être. En tout cas, à Nantes, la ville négrière, prestigieuse, et qui va devoir juger des Guyanais qui sont encore des coloniaux, des sujets coloniaux, puisque la Guyane n'est pas encore département. Et Monnerville va faire une plaidoirie extraordinaire, parce qu'il ne va pas plaider l'innocence. Il va dire, il est possible qu'il soit coupable. Simplement, pouvez-vous punir 14 personnes sur 13 000, 14 pris au hasard pour faire l'exemple. Il va se référer aux 2 déclarations des droits de l'homme. Donc, il va faire une plaidoirie extrêmement politique, et il va dire d'ailleurs, il vous appartient à vous, jurés de Nantes, de dire si les coloniaux ont le droit de se battre pour la liberté, pour la dignité. Et il va se référer à ce droit à l'insurrection, à ce droit à refuser l'oppression, ce droit naturel à refuser l'oppression. Donc, on ne peut pas dire qu'il ait ignoré la réalité coloniale, en tout cas au moins de la Guyane. On ne peut pas dire qu'il ait ignoré des rapports encore ambigus de la République avec ces sujets coloniaux. Il les a perçus, il a plaidé admirablement. Simplement, il plaide quand? En 1932. En 1931, la France, elle accueille l'exposition universelle. Oui. Avec au monde des indigènes nègres, dans des cages. Entre guillemets, voilà, des Kanaks à côté des alligators, des éléphants, des autruches, des Kanaks, voilà, des exemplaires, des exemplaires de la colonie. Oui. Le maillon manquant, comme disait Cuvier, le maillon manquant entre le singe et l'homme. Donc c'est quand même cela, et je rappelais tout à l'heure toute la période coloniale et le démantèlement de l'Empire. Donc Monnerville ne peut pas ignorer tout cela. Il le sait parfaitement. Il appartient à un parti, le Parti radical socialiste à l'époque, qui est le parti de Gambetta, de Jules Ferry, de Clémenceau. Voilà. Alors Jules Ferry. Oui. Alors, Jules Ferry, c'est évidemment l'école laïque obligatoire et gratuite, mais c'est aussi les expéditions coloniales. Jules Ferry, c'est le Tonkinois. Donc, il y a toutes ces contradictions-là. Simplement, manifestement, Monnerville choisit de ne pas s'apesantir là-dessus. Il rêve d'une république, et lui-même, il arrive à donner corps et consistance à cette république idéale qui ne fait pas de différence entre ses enfants. Et il arrive vraiment à la faire vivre, en fait. Je crois que c'est le plus important. C'est cette conclusion, madame, que vous venez de donner. Il n'est jamais en situation de rupture, de revendication d'une indépendance au prétexte qu'il y aurait une injustice faite par la métropole à l'égard de sa colonie. Il souhaite être totalement français et que ses compatriotes soient enfants de cette France qui n'est pas... Mais il a conscience quand même du décalage de traitement et des injustices. Mais ce que je veux dire par là, c'est que son identité est française. Il est totalement français. Et sa France, ce n'est pas la France du clocher à la Maurice Barrès ou la France de la Beauce ou de la province où on est né. C'est l'idée en marche d'une égalité, d'une fraternité, d'une liberté pour des êtres humains tous sur le même plan. Et tous en harmonie fraternelle. Monnerville est avant tout un acteur de la construction républicaine. Absolument. C'est cela. Ça n'est pas qu'il choisit d'ignorer la République dans ses contradictions. Il prend la République telle qu'elle est. Sinon, il ne se serait pas battu pour la suppression du bagne de Cayenne, etc. Il la prend telle qu'elle est. Simplement, il se considère comme un acteur. Je crois que l'homme avait une conception extrêmement élevée de sa propre personne, de sa mission, de son destin. Et je crois qu'il se sent... ambition pour la France. Absolument, absolument, mais une conception de lui-même au service de la République, au service de la France. Et c'est en ce sens qu'il décide d'aller de l'avant. Alors, Christian Bournazel, sur le moment que vous avez décrit quand vous étiez jeune et que quand vous avez abordé la question de la couleur, il y a eu ce silence un peu gêné. Comment peut-on être dans ce combat que vous avez décrit et en même temps soi-même vivre cette contradiction Il faut être un homme de cette qualité et de cette extraordinaire dimension pour le vivre. Chérib le dira mieux que moi. Mais si vous voulez, ce qui était remarquable chez lui, c'est que il n'y avait
il n'y avait pas de haine. Il n'y avait pas de haine, il y avait une dimension culturelle si grande, une telle richesse intérieure, nourrie par les grands auteurs, ceux qu'à l'âge de 12 ans, ils déclamaient depuis la plage des Amandiers au bout de la ville de Cayenne face à la mer, comme ils le racontent. Et c'est ce qui l'a fait transcender ces espèces de médiocrité ou de chagrin qui étaient liés au regard de l'autre et pas à lui-même. Ouais. Claude Ripke, qu'est-ce que cette médiocrité l'aurait empêché de faire par rapport à ce métissage vécu comme un poids? Je ne suis pas sûr que le métissage ait été vécu comme un poids. Non, je ne le pense pas. Je crois que c'était pour lui fertilisant et qu'il l'a toujours vécu de cette manière. D'ailleurs, dans les livres qu'il nous a laissés, il en parle assez librement. Mais moi, encore une fois, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est de voir qu'aujourd'hui, un Monnerville, on l'imagine difficilement élu dans le Lot. C'est ça qui m'inquiète. Ouais. Un Monnerville, on l'imagine difficilement au Sénat. Un Monnerville, en tout cas venant du Lot, un Monnerville, on l'imagine difficilement à la présidence du Sénat. Un Monnerville, on ne l'imagine même pas aujourd'hui dans un cabinet ministériel, puisque des Monnerville, il n'y en a pas. Alors qu'est-ce qui On ne veut pas qu'il y en ait. Ou on ne veut pas qu'il y en ait. Il n'y en a pas un, aujourd'hui, en 2008. Alors bon, très bien quand les plus hautes autorités parlent de diversité, quand on parle des ministres, c'est effectivement, d'ailleurs c'est pas nouveau, hein, depuis Henri Lemery, depuis Severiano de Heredia, on était encore au XIXe siècle, il y a eu de la diversité dans le gouvernement. Mais je crois que la classe politique devrait un petit peu plus réfléchir au fait qu'il nous faut aujourd'hui des Monnerville dans le Lot, dans la Creuse, dans tous les départements, et bien sûr dans la périphérie. Aujourd'hui, le système politique ne le permet pas. C'est peut-être pour ça aussi que Monnerville dérange. Alors pourquoi le système politique le permettait à l'époque de Monnerville? Peut-être parce que les valeurs républicaines étaient plus exaltées, plus fortes. Et que, précisément, il l'explique d'ailleurs très bien, ce qu'il aime dans sa terre d'adoption de Cayenne, en fait, sa famille est martiniquaise. Il est né à Cayenne. Son père est martiniquais. Absolument. Et il aime dans Cayenne cette juxtaposition et ce mélange de peuples qui viennent de partout. Il le dit très bien dans son livre de souvenirs, témoignages. Et il parle de cette richesse extraordinaire qui fait qu'il y a à la fois des gens qui viennent d'Amérique du Sud, d'autres qui viennent de Chine, d'autres qui viennent d'Afrique contraint et forcé, comme on l'a rappelé tout à l'heure, et puis d'autres de métropole. Et tout ça fait un mélange, et c'est une richesse. Ce n'est pas un peuple fondu dans une unité où chacun ressemblerait à l'autre. C'est cette diversité, mais autour des valeurs de la République, qui fait pour lui cette espèce d'extraordinaire enthousiasme, la joie de prendre le bateau à 15 ans pour la première fois pour aller en métropole, parce qu'il a une bourse pour Toulouse, où il s'inscrira comme avocat au tout début. Il épousera d'ailleurs une Toulousaine blanche, métropolitaine, et c'est un homme, encore une fois, qui est qui De Gaulle va dire des insanités. Oui. Je les ai entendus de la bouche même de Monnerville. Moi, je les ai lues. Alors, Il y a quelqu'un qui les a écrites et qui n'a manifestement pas été poursuivi. Mais pardon d'avoir interrompu. Non, mon mais propos, c'est intéressant. Qu'est-ce qui a été dit à ce Non, niveau? j'ai lu qu'il y a eu un dîner au cours duquel, Madame Monnerville étant assise juste à côté du général de Gaulle, Ouais. celui-ci lui aurait dit, parlant de la deuxième épouse de Léopold Sédar Senghor, qui est normande, Absolument. il a dit « Je ne comprends pas ces femmes blanches qui épousent des noirs ». Ce à quoi Madame Monnerville aurait répondu pour l'instant, moi, je n'ai absolument pas à me plaindre de mon mari ». Donc, voilà, moi, je l'ai lu. Je l'ai lu. Je crois que Madame Taubira oublie de dire qu'on est à une autre époque. Je crois qu'il faut remettre les Je choses n'ai pas dans leur oublié de justement, dire, il y a des faits, non, il y a mais des bien faits, sûr, mais on il y a est- des faits qui ont un impact incontestable sur la vie d'individus et notamment sur celle de Gaston Monnerville qui n'accède pas justement à la magistrature suprême exactement. parce qu'il y a des personnes. Alors il faut poursuivre les personnes qui l'ont écrit. Je crois l'avoir lu d'ailleurs dans un discours de secrétaire de la conférence. Non, ça mais me ça- revient. ça n'est Donc pas s'il y a un ça n'est- lieu où on n'écrit pas les choses à la légère, Non, c'est mais ça n'est pas le certainement vrai problème de l'histoire. c'est certainement pas dans cette auguste Attendez, maison, Jean-Claude. dans cette auguste maison
qu'est le barreau de Paris. Ouais. Donc, je disais, non mais c'est une réalité. Ouais. Moi, on va pas faire semblant de ne pas voir le racisme Ouais. qui a traversé Parce que quand toute j'ai la dit que vie, c'était un poids pour toute la lui, vie. vous m'avez Que dit non, lui- pas du tout, non, mais c'est que pas un lui, il n'est poids. pas porté, Non, parce oui. que lui, il n'avait pas de rapport. Je l'ai entendu même en Il n'avait pas de plaisantant. rapport compliqué Voilà, avec je vous ai- son je vous ai- identité. vous avez raison. Il n'avait aucun problème avec son identité. Mais c'est Il avait la vécu. force de le surmonter, d'en plaisanter. Mais Je me rappelle un absolument, jour, absolument. il arrive dans le Lot. Oui. Mon Ça père n'empêche pas l'accueille. les faits, il est dire des uns et des autres. Mon Moi, père je suis pas là l'accueille. pour absoudre. Non, surtout Mon père pas. l'accueille au Ouais. portail. Ce n'est pas d'absoudre. Mon père l'accueille au portail, il arrive, Monsieur le Président, il lui dit mon père avait beaucoup de déférence, mon père avait beaucoup de respect pour lui. Et il dit, vous avez passé de bonnes vacances, Monsieur le Président? Oui, excellente, cher ami. Et en Corse, comme d'habitude? Oui, oui. Vous avez eu beau temps? Et vous m'avez dit, regardez, je suis grillé. Ouais. Et je me rappelle ce souvenir comme avec l'air imperturbable. Cette espèce d'humour qu'il était capable d'avoir sur lui-même à propos de rien. Humour Et sur je lui-même, l'ai- mais aussi conscience du regard des autres. Bien sûr. Il faut Ouais. savoir Claude. aussi que dans les années 30, quand il est devenu sous-secrétaire d'État aux colonies, les attaques ont été nombreuses. Et alors dans la presse étrangère, par exemple, Italie, Allemagne, la presse toute la allemande, presse, la presse italienne, Ah oui, des choses horribles. on disait après les rouges, un noir. Oui. Mais j'ai entendu, cher Ami Rib, j'ai entendu des gens parler du nègre du Sénat, des choses ignominieuses. Voilà, voilà. Mais C'est moi, quand ma même question. l'époque- C'est l'époque où René Maran, un autre Guyanais, obtient le prix Goncourt. Et il y a un déferlement d'articles dans la presse, le traitant de singe, d'une violence extraordinaire contre le jury du prix Goncourt qui a osé consacrer un nègre. Donc moi, il faut pas faire semblant. Simplement, nous sommes dans une époque plus feutrée. Aujourd'hui, on va peut-être pas se ramasser cela à la figure. Mais comme disait Claude Rib tout à l'heure, on ne les voit pas, les Monerville. Ah, aujourd'hui- En tout cas, pas à cette hauteur-là. Pas à Aujourd'hui, cette les hauteur-là. éditeurs, les- Donc c'est plus feutré, c'est tout. Aujourd'hui, ce serait très feutré. Alors, C'est-à-dire que le nègre, le nègre, Grâce à Dieu, on a un arsenal législatif aujourd'hui, je le dis en tant que vice-président national de la LICRA, qui fait qu'on peut poursuivre la diffamation. Enfin, la l'arsenal haine, législatif la ne haine, semble pas la haine très raciste. efficace puisqu'il faut créer la halle, d'autres institutions pour un petit peu le mettre en Ouais, valeur. ouais, je Non, mais ça, c'est un autre oui. débat. On va revenir peut-être avant la fin de l'émission. Mais revenez à cette C'est-à-dire qu'il y a une comparaison bonne entre les deux législation époques. Contre Oui. le racisme et les discriminations, il y a une bonne législation Bien sûr, française. seulement on a la l'impression difficulté, qu'elle n'est pas c'est que appliquée. la personne qui subit le racisme ou la discrimination, Oui. elle est en vulnérabilité. Bien sûr. Et elle n'est pas en état d'aller elle-même poursuivre la justice. Oui. Donc l'intérêt de la HALDE, c'est ça. C'est une étape qui permet d'accompagner les personnes dans les D'accord. procédures judiciaires. Je voudrais qu'on revienne, Jean-Claude si vous Bougeot. le permettez, parce que personne ici ne peut m'accuser de ne pas dire et redire qu'il y a un racisme larvé, de me battre au quotidien contre ce racisme larvé. Non, mais on qui compare continue. deux époques Mais et on se demande simplement, pourquoi il n'y a pas de Monerville aujourd'hui. On a posé deux questions. Pourquoi est-ce qu'on a oublié Monerville et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Monerville aujourd'hui? Je crois que la première chose, pourquoi est-ce qu'on l'a oublié? Parce que la France a un problème avec son histoire coloniale. Elle n'arrive pas à regarder en face son histoire, celle qu'elle est, l'histoire de l'esclavage, l'histoire coloniale. C'est la raison pour laquelle, systématiquement, elle occulte de la mémoire, de la conscience collective, les grands hommes d'outre-mer qui ont marqué. Comment pouvez-vous expliquer que nous ne connaissons pas plus Félix Éboué? Ceci ne s'explique pas. Donc je crois, et Félix Éboué n'a pas eu les mêmes rapports avec la République, des rapports politiques. Donc je crois que c'est le premier problème. Le deuxième problème, aujourd'hui, pourquoi nous ne l'avons pas? Parce que je crois qu'un homme comme Monerville l'avait bien vu. La politique est occupée par des gens qui prennent des places, qui tiennent des places. Alors ça a aussi existé par le passé, mais avec des idéaux beaucoup moins grands. La population en elle-même, et je suis bien placé pour vous le dire, la population française est complètement prête. Simplement, il y a quelques types qui tiennent, qui verrouillent le système et qui font en sorte, effectivement, qui font en sorte que ça ne passe pas. Parce que je peux vous Le dire, système madame, était aussi verrouillé à l'époque de Gaston Monerville. pas dans les mêmes conditions. Je peux vous dire, madame, que pour avoir fait plusieurs campagnes locales ici, dans la capitale, pour avoir des amis qui sont aussi en province, Ouais. les gens vous disent, nous sommes derrière vous parce que vous représentez, vous défendez des valeurs que nous avons, que nous partageons. La réalité, c'est que le système politique, un certain nombre de hiérarques politiques, d'ailleurs, je dois reconnaître à droite comme à gauche, font tout pour ne pas pousser. Et j'ai toujours dit, s'agissant de Madame Taubira, que je n'ai jamais compris que Monsieur Jospin ne l'ait pas appelé au gouvernement alors qu'elle était l'une des femmes politiques les plus en vue de ce pays à une époque. Voilà. Ce qui est très important, c'est de dire que ça transcende les partis. Absolument, c'est ce que je viens de dire. Aujourd'hui, on est très attentif à ce qui se passe outre-Atlantique. C'est le moins que l'on puisse dire en France. Il y a un candidat qui, en toute chose égale par ailleurs, peut être une espèce de Monerville. Ce qui est fou, c'est qu'en France, nous avons ouvert ce chemin-là depuis longtemps. Il y a eu le général Dumas, j'en parle souvent, le général Dumas. Qui se souvient du général Dumas? Qui se souvient de sa statue abattue par les nazis en 1942? Et pourtant, c'était un général d'armée. Monerville, Éboué, nous avons ouvert le chemin.
Aujourd'hui, il est impensable à lire les journaux, je les lis tous, de droite comme de gauche, tous les matins, il est impensable que le prochain candidat qu'il puisse y avoir pour la présidence de la République en 2012, quelqu'un qui serait un Obama français ou un Monerville français. Yes, we can. Nous aussi, nous pouvons. Et je comprends Nous avons eu une candidate. Et alors je à la dis un présidentielle. candidat qui pourrait être aussi une candidate, ce qui serait la cerise sur le Vous gâteau. oubliez que Christiane Taubira était candidat à la présidence de la Oh, République. je m'en souviens. Mais moi, je parle de 2012. Ne restons pas dans le passé. Parlons du passé pour l'avenir. Ouais. Il faut se souvenir qu'il y a eu un Monerville, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt si on ne pense pas Mais aussi ce à qui est 2012. important de dire, c'est que le peuple français, lui, est prêt. C'est un certain nombre d'institutions qui bloquent. Et mon Alors, cher non, mais Jean-Claude, qu'on revienne un peu à Je suis Monerville. totalement Oui, d'accord oui. avec ça. Oui, parce que... Je voudrais qu'on revienne un peu à Monerville. Parce que nos téléspectateurs, il y a parmi eux des jeunes gens, des jeunes femmes, qui ne savent pas forcément, puisqu'il est mort en 91, ça fait 17 ans, qui il était. Vous savez, le temps file et les gens oublient. Et je pense que si vous faites cette émission, je vous en remercie. Si moi j'ai tenu à ce que le barreau de Paris honore Monerville, et j'ai pris cette initiative moi-même pour les raisons que je vous ai dites, de proximité avec lui, il y aura lundi une médaille en bronze qui sera fixée définitivement sur les murs du palais, à l'effigie de M. Monerville. Il y aura une salle de la maison du barreau qui portera son nom. C'est la maison du barreau, hein, c'est pas Non, le dans Sénat. le palais de justice Oui, oui, même, oui. il y aura le médaillon Oui. à côté de Barreau de Jafféry. Je suis avocat d'abord. Alors, Tout à fait, c'est pour mais ça que j'en parlais. La signification n'est pas la même, Christiane Taubira. C'est parce que cet homme a été, depuis, j'allais dire, sa naissance jusqu'à sa mort, par-dessus tout, un avocat. Et il le manifestait à chaque fois qu'il le pouvait. Il n'a pas manqué une seule cérémonie de rentrée solennelle du barreau. Lorsque j'ai eu la chance d'être premier secrétaire de la conférence, mon prix devait m'être remis par le premier président de la Cour de cassation. J'ai tenu à ce que ce fût Monerville qui me le remit, et bouleversant le protocole, et sans le lui dire à l'avance, il avait été très touché. Parce qu'il était toujours là. Il a été président de l'Union des jeunes avocats, qu'il avait contribué à fonder quelques années auparavant. Et tous les ans, il allait avec un groupe d'avocats, et pendant le temps où j'étais au Conseil de l'Ordre, je suis toujours allé avec lui, tous les ans, honorer la mémoire de l'abbé Grégoire, qui était encore au cimetière Montparnasse, et celle de Schellcher au Panthéon. Et cette espèce de fidélité à l'égard des deux hommes qui avaient contribué chacun en son temps à abolir l'esclavage, le courage de Schellcher disant nulle terre française ne portera plus l'esclave, et cette profession d'avocat se rejoignaient dans cette espèce d'unité pour la liberté. Et c'est cette passion de la liberté qui l'avait poussé à entrer en résistance sous le nom de Saint-Just, car on oublie aussi que ce qui a fait le grand homme politique d'après, c'est le combattant de la guerre de 39-45. Alors, évidemment, Le grand résistant, avocat. maquisard. Tout à fait. Mais sur, on le disait, 21 ans de présidence du Sénat, est-ce que le président plus du longue Sénat... présidence La plus longue française présidence d'une assemblée parlementaire. Oui, alors excusez-moi d'y revenir, parce que pour moi c'est très symbolique. Est-ce que le président du Sénat va venir assister à votre hommage? Alors, je vais vous répondre tout de suite. Ah bah c'est simplement- que si vous ne répondez pas tout de suite, c'est qu'il y a un Instantanément, problème. instantanément. On l'espère. Il ne vient pas, mais je vous en parlais. Ouais. Il a été le président du Sénat qui a été le plus longtemps en fonction, et il n'a pas cessé de l'être parce qu'il aurait été battu. Il aurait été encore président du Sénat pendant 3 ans, peut-être 6 ans, peut-être 9 ans, Ouais. s'il n'avait pas choisi en septembre 68 de laisser la présidence pour avoir les Pour mains faire libres campagne. dans son combat contre le référendum de 69 qui modifiait le Sénat. Et il ne voulait pas qu'on puisse lui reprocher de vouloir sauver un privilège, le joli petit Luxembourg, le jardin et les avantages du pouvoir. Et il a Et il sillonné est allé, toute la moi, France. et je l'ai suivi à Ouais. ce moment-là, j'avais 23 ans, je me rappelle parfaitement Monerville portant la parole républicaine partout contre la volonté qui était celle alors du général de Gaulle. Je ne tranche pas en termes d'histoire, je dis simplement que cet homme aurait pu avoir une destinée encore plus longue au Sénat. Et malheureusement, le président Poncelet m'a fait savoir qu'il ne pourrait pas être là le 14 avril. Je l'ai prévu il y a longtemps. Et Alors justement, il y aura un ça nous permet porte-parole, donc il ne sera pas là. mais je ne pense, je ne lui prête C'est pas au moins une d'intention. grande ingratitude. Moi, j'ai Je une ne lui parole prête pas plus de libre, mauvaises hein. intentions, je regrette qu'il n'ait pas conçu que c'était une priorité absolue. Je Christiane disais Taubira. que c'est au moins une grande ingratitude. Moi, vous avez vu que moi, je me vautrais dans ma parole libre. Oui. Donc, c'est une grande ingratitude. ça qu'on vous a Non, dit. non, je prétends Oui. pas ça. Mais je veux dire qu'on aurait pu s'attendre, puisque je suis parlementaire moi-même, que j'ai une attitude de réserve là-dessus. Je me permets de juger, d'apporter porter un jugement de valeur, qui n'est pas fantaisiste, qui n'est pas subjectif. C'est que Monerville, en fait, a donné toute sa puissance au Sénat.
Monnerville a reconstruit le bicamérisme en France. Lorsqu'il devient président du Sénat, le Sénat ne compte plus. Il compte pas, il ne pèse pas, et l'exécutif à l'époque n'a pas envie que la Chambre soit forte. L'Assemblée est beaucoup plus remuante, turbulente, elle s'impose davantage dans le paysage, et c'est d'ailleurs Monnerville qui, par ses combats pour le respect de sa Chambre, ce qu'on appelle la Chambre haute, va imposer de fait la navette parlementaire qui sera ensuite inscrite dans la Constitution. Donc Monnerville a vraiment meulé, il a sculpté d'une certaine façon le Sénat en tant que chambre qui disait plus stable, plus sereine que l'Assemblée, qui était effectivement constamment traversée par les mouvements de l'opinion, par les sensibilités, etc. Alors, entendons-nous, moi je ne suis pas en train de faire un panégyrique du Sénat, ce n'est pas une chambre que je me sens portée à défendre particulièrement, même si je respecte ces travaux qui souvent sont de très très grande qualité, parce qu'effectivement, ils ont une plus grande stabilité, notamment dans les équipes, ils ont du personnel, ils ont des moyens, etc. Enfin, donc, le président du Sénat est quand même le deuxième personnage de l'État. Mais je veux dire que tout sénateur aujourd'hui, devrait être reconnaissant à Gaston Monnerville des combats qu'il a menés parce qu'il s'est vraiment battu. Il a affronté à chaque fois le président de la République, il a affronté dans ce qu'on appelle aujourd'hui les CMP, les commissions mixtes paritaires, pour imposer la place et le poids de la parole du Sénat. Donc aujourd'hui, on devrait s'attendre à ce que l'initiative ne soit pas prise par le bâtonnier d'ailleurs, à titre personnel, et ensuite entraînant tout le barreau. Voilà, entraînant tout le barreau. Elle aurait dû venir. Même s'il y a une association au sein du Sénat, les amis de Gaston Monnerville. Il y a une association qui est au-delà du Sénat, qui est une association qui regroupe des gens de toutes origines, et qui est une association extrêmement Donc, s'il confirme ce que dit Christiane Taubira, il n'y a pas vraiment... Il a beaucoup travaillé sur les institutions. Je ne vais pas prendre à partie le président du Sénat qui n'est pas là. Je dis simplement une chose claire. Moi, je dis qu'il devrait être là. Je trouve que, compte tenu du peu d'hommage que la République a rendu à Gaston Monnerville, qu'à partir du moment où le barreau de Paris, qui est le premier barreau de France et qui représente la moitié des avocats du barreau français, Enfin, ça reste une profession privée, excusez-moi. Oui, mais il était avocat et c'est tout de même dans la société, la profession d'avocat, celle qui porte la défense des citoyens et des libertés. Et à partir du moment où on rend hommage au président Monnerville, je regrette que l'emploi du temps du président n'ait pas lui pas permis d'être là. J'irai beaucoup plus loin. J'espère que d'ici au 14 avril, eh bien, l'ensemble des parlementaires avocats, l'ensemble des avocats ministres se rendront autour de l'hommage du 14 avril, parce que c'est ce que je disais. Je crois que tout est fait pour que l'on oublie. Et au-delà des sensibilités politiques, vous avez compris que Christiane Taubira et moi-même avons quelques divergences. Là où nous nous rejoignons, c'est que c'est que et justement parce que nous sommes tous républicains, je crois que il n'y a pas d'histoire en demi-teinte. L'histoire est ce qu'elle est. Gaston Monnerville fut un grand homme politique et je compte sur mes amis politiques pour le reconnaître, pour faire ce qu'il faut. Il serait quand même surprenant qu'aujourd'hui où Madame Angela Merkel, chancelier allemand, se rend en Israël et puis prend la parole en hébreu, il serait surprenant que nous nous arrêtions, et là je pense à mes amis politiques, que nous nous arrêtions sur l'histoire de la forfaiture, sur la rivalité, l'opposition politique et intellectuelle. Mais vous croyez que c'est la vraie raison Il y a aussi de cela, je crois que vos amis politiques, c'est l'UMP, les gaullistes. Ou les gaullistes, c'est pas la même. Mais justement, moi je suis là je suis la nouvelle génération, et nous sommes là pour aller de l'avant. Je suis là pour aller de l'avant. Il est un peu purgatoire, en effet, pour raison d'antigaullisme. Mais c'est vraiment la raison, parce que en même temps, je crois qu'il y a aussi de cela. Il faut savoir dire les choses. Et je crois qu'il est temps que nous tournions la page. Il est temps que nous nous comportions comme de vrais républicains en tout état de cause. Moi, mon engagement de citoyen, voilà, c'est de dire qu'il faut que les choses avancent. Voilà, c'est aussi cela. Moi, je veux dire, noblesse oblige. Je ne peux pas blâmer le président du Sénat, puisqu'il y a 6 ans, il m'avait, en hommage à Monnerville d'ailleurs, invité à parler du général Dumas. C'était la même démarche. Si aujourd'hui il ne vient pas apporter sa caution à une manifestation de cette ampleur, ça voudrait dire que les choses ont changé depuis 6 ans. Alors je sais qu'il y a eu des signes un peu inquiétants, un prix d'histoire attribué à un historien qui avait une vision un petit peu particulière de l'esclavage, des petits signes comme cela qui font qu'on... Est-ce que le président du Sénat a changé? Est-ce qu'il a vieilli? Pourquoi ne sera-t-il pas là? Bon, on n'est pas encore le 14 avril, peut-être y aura-t-il
une heureuse surprise. Non, il peut y avoir des problèmes d'emploi du temps. Je pense qu'on peut pas faire il serait malvenu de faire un procès à Christian Poncelet. Le plus important, quand même, non, mais il y aura un représentant. Je dis simplement noblesse oblige. Ce que j'espère, il y aura un représentant, et je me refuse à ce qu'on fasse un procès à François Poncelet. Il y aura un représentant. Mais ce qui est important, c'est que l'ensemble du barreau, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, l'ensemble du barreau soit mobilisé, se sente mobilisé. C'était quand même l'ancien président de l'UJA, etc. Ce qui est important, c'est que les parlementaires, avocats, au moins ceux-là, se sentent mobilisés. Ce qui est important, c'est que vous, gens de la presse, vous donniez toute la dimension à la manifestation qui est organisée le 14 avril. Et là, il est important que les Français et les Françaises sachent un peu qui était Gaston Monnerville. C'est cela. Alors il faudrait aussi qu'ils le sachent, pas seulement à l'occasion d'hommages du barreau, mais également dans le cadre de l'histoire politique française. Oui. D'histoire. Je vous en prie. Il a été également président du Sénat de la communauté. Plus personne ne se rappelle évidemment aujourd'hui ce qu'était la communauté. Mais c'est encore un rêve de France, d'une grande France qui, sur l'empire colonial, construisant une fraternité de républiques indépendantes, unies par la francophonie et par les valeurs des constituants de 89. Quelle année, s'il vous plaît? 60. Ouais. Et c'est donc dans le mouvement des indépendances accordées que cette communauté devait représenter une fraternité internationale entre ces pays d'un ancien empire colonial devenus frères à part entière de la communauté française. Et cela, il l'a porté avec une détermination considérable. Il était ami des grands présidents fondateurs des nations d'Afrique comme Houphouët-Boigny, qu'il appelait son grand frère. Et ces gens qui étaient exceptionnels et qui avaient essayé de construire cette unité par la francophonie, pas par l'économie, comme le Commonwealth, qui est très respectable, mais par les valeurs républicaines fondatrices de cette fraternité universelle. Et tout cela est parti avec le vent. Je crois que... Oui. Pardon, Christiane. Non, merci. Non, ça permet simplement de revenir sur ce que je disais en début d'émission, à savoir qu'il avait choisi de ne pas avoir des contradictions, parce que la grande fraternité de l'Union française et de la communauté, je suis désolée, c'est quand même la décolonisation se fait de façon assez chaotique, mis à part la Guinée-Conakry qui choisit de dire non à De Gaulle et de devenir indépendante immédiatement. Tout le reste de l'empire colonial, n'est pas un exemple. Pour ce que il n'est pas devenu un exemple, mais il a été à ce moment-là. Il est devenu, oui, incontestablement. Mais la Guinée, à ce moment-là, a attiré pratiquement toute l'intelligentsia africaine et antillaise aussi. Voilà, c'est un pays qui avait commencé à se construire. On peut revoir l'histoire d'Haïti, on peut revoir l'histoire de la Guinée-Conakry et comprendre pourquoi, effectivement, au bout de 2-3 ans, des chefs d'État qui ont une envergure incontestable parce qu'ils posent des mots sur leurs actes. Ce ne sont pas simplement des gens qui agissent, ils posent des mots sur leurs actes, on comprend leur ressort, on comprend ce qui les motive, et puis avec des pays étranglés, avec des pays boycottés, avec des embargos, avec des assassinats, avec toute une série de choses, oui, il y en a qui tristement finissent en tyran sanguinaire, incontestablement. Mais bon, voilà, l'histoire de l'Union française, c'est aussi l'histoire d'assassinats, de résistance et d'opposants, aussi bien pour l'Empire français que pour l'Empire belge, pour d'autres. Donc voilà, je veux dire que la République, la Troisième République, c'est quand même la République de l'invasion coloniale, des deuxièmes conquêtes coloniales. Voilà, il y a ces contradictions-là et c'est incontestable. La question n'est pas de dire si Monnerville a failli, je l'ai dit au début, pour moi, il est irréprochable. Cet homme a fait de sa vie un destin. C'est-à-dire que chacun de ses actes, chacune de ses respirations a été inspirée par son rapport au droit, à la loi. Parce que pour lui, c'était comme pour Lacordaire. Oui, absolument. Entre le fort et le faible, c'est ce que disait Lacordaire, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui protège. Et manifestement, Monnerville est imprégné de cela. Donc il a un rapport à la République qui est un rapport complètement idéaliste. Et il arrive, je l'ai dit tout à l'heure, il arrive à faire vivre cette République idéaliste. Parce qu'il est constamment en accord avec sa conscience, avec ses propos. Il a fait un sans faute, cet homme. Un sans faute. Simplement, incontestablement, il n'a pas empoigné la dimension de la vie des peuples coloniaux. Il n'a pas saisi
mais il avait beaucoup à faire. Je veux dire que sa vie était remplie. Et moi, je ne lui reproche pas de ne l'avoir pas fait, mais c'est une réalité. Lorsqu'en Guyane, il se bat pour la suppression du bagne, c'est un très beau combat. Il va d'ailleurs le payer, parce que c'est une des raisons de son échec aux législatives suivantes, hein, c'est le fait que tous les lobbies coloniaux sur place sont furieux de perdre. C'est comme on voit les gens, lorsqu'il y a fermeture d'une caserne, on voit comment les commerçants se battent pour maintenir, parce que c'est une clientèle. Oui. Bon, il se passe ça en Guyane, il se bat sur le bagne. Oui, le bagne est un vrai problème, sauf que c'est un problème qui est extérieur à la Guyane à ce moment-là. Et il ne saisit pas forcément, ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien, hein. Il fait créer le FIDES, qui devient, enfin, qui se scinde après en FIDES et FIDOL. Ce sont des fonds d'investissement qui vont irriguer la colonie en fonds et en budget. Donc il l'a fait. Mais il y a toute une série de contradictions qui ne surgissent pas et qui ne sont pas prises. Vous dites vous-même qu'il les gère, puisqu'il ne souffle pas sur les contradictions, il essaie d'en faire des synthèses sans rien trahir de ce à quoi il croit. Oui. Et c'est ça qui me paraît... Non, on ne peut pas faire comme s'il n'y a pas d'autres hommes avec d'autres prises de position. Il y a quand même Aimé Césaire, il y a quand même Léon Gontran Damas. Il est battu par René Djadfa, qui est sur une autre position également en Guyane. Donc voilà, on ne peut pas dire que oui, il a le droit. Il a le droit de choisir. Mais il y a d'autres intellectuels qui ont choisi de prendre en considération différemment le rapport de force entre la métropole et ses colonies. Aimé Césaire est un très grand homme, pardonnez-moi, je vais dire un mot, parce que précisément, lui aussi a joué l'unité dans les valeurs de la France, alors qu'il aurait pu prendre le parti de l'indépendance de la Martinique. Oui, mais ils se retrouvent ensemble pour la loi de départementalisation, d'ailleurs. Au mépris du valeur de son peuple. D'accord. Bien sûr. Claude Rib. Ce jusqu'au boutisme républicain, alors qu'effectivement on peut, sur lequel on peut s'interroger par ailleurs, nous laisse aussi un autre message dont on n'a pas parlé. Et un message qui est important aujourd'hui, en cette période de volonté de communautariser un certain nombre de choses qui sont en réalité des choses qu'il faut d'abord rapporter à l'histoire. Il me semble que Monnerville, à travers ce message républicain, nous interpelle aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de statistiques ethno-raciales, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, on a eu l'occasion d'en parler souvent sur ce plateau. On nous parle de cases dans lesquelles il faudrait mettre les gens, on nous parle de tas de choses qui sont complètement en contradiction avec cet idéal qu'avait Monnerville. Et ça, je pense qu'il faudrait le rappeler. Monnerville, à travers son message républicain, un peu forcené, c'est vrai, nous donne l'espoir. C'est un message qui mériterait d'être réhabilité aujourd'hui. Dépasser le communautarisme qu'on essaye de nous faire manger aujourd'hui à toutes les sauces, y compris pour de bonnes intentions. Bien sûr, mais Claude, pourquoi est-ce qu'on arrive à ces extrêmes que personnellement je dénonce? C'est parce qu'un certain nombre ont renoncé aux valeurs républicaines. Et c'est le risque. Moi, je dis, il faut être très clair. De deux choses l'une, où notre pays est capable de dire... un certain nombre... vous voyez, tous ceux qui bloquent le système, à un titre ou à un autre, que ce soit dans le secteur de l'emploi, de la politique, dans les institutions, dans l'administration, tous ceux qui disent, un homme, un Français n'est pas un Français à part entière, mais entièrement à part, eh bien, cela pousse ceux que l'on met entièrement à part, on les pousse à revendiquer des choses qui sont contraires aux valeurs républicaines. Et c'est toute la différence. À partir du moment, pardonnez-moi Christiane, mais à partir du moment où nous ne serons pas capables de revenir aux valeurs républicaines, de dire, et Claude a signalé, derrière son Obama français, derrière son Monnerville du 21e siècle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le meilleur d'entre nous doit mener le pays. À partir du moment où nous disons au 21e siècle que si le meilleur d'entre nous n'est pas exactement blond, aux yeux bleus, alors il doit être mis de côté, eh bien, on pousse tout cela à revendiquer une place particulière dans la société, parce que ce qui se passe au niveau de la direction du pays, au niveau dans le monde politique, on le retrouve aussi dans le monde de l'entreprise. D'ailleurs, elle l'a un peu compris. Elle commence à le comprendre, se retrouve ailleurs, et je sais que le bâtonnier mène un combat sérieux pour que, y compris chez nous, au barreau, qu'il n'y ait pas de discrimination à l'égard de nos confrères. Christiane Taubira. Oui, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que le combat qu'a mené Gaston Monnerville était un combat d'époque. Et c'est toute la puissance de l'homme. Parce que si aujourd'hui un certain nombre de choses sont possibles, c'est parce que Gaston Monnerville a été capable d'être ce grand républicain qu'il a été. Parce que c'est une démonstration par l'exemple. Et il serait bien d'ailleurs qu'on relise ses discours, non seulement parce que c'est un très grand
Il est d'une éloquence extraordinaire. C'est magnifique ce qu'il écrit, la façon dont il utilise les mots. Il joue pas avec eux parce que il est constamment sérieux, Monnerville, constamment sérieux. Mais je pense qu'il faudrait relire parce que effectivement, il y en a qui verrouillent le système, mais qui sont dans des postures de caste. Oui. Qui n'ont même pas un discours sur ce qu'ils font. Parce qu'ils sont pour la diversité, ils sont pour l'égalité, pour la liberté, ils sont pour l'unité, ils sont pour le républicanisme. Ils sont justement contre le communautarisme, alors qu'ils le pratiquent entre eux, en caste, ils le pratiquent, ils le suscitent, ils le génèrent, parce que justement, se fermant, par ce repli sur soi, il laisse à la porte tous les autres. Donc, il n'y a pas de discours là-dessus. Et ce qu'il faudrait aujourd'hui, un Monnerville, c'est pas un Monnerville qui mènerait les mêmes combats, parce qu'il a mené ces combats, il les a gagnés. Il a gagné le combat du Sénat. Il a gagné le combat du respect du droit. Il a gagné le combat du non au référendum. Il a gagné tous ces combats-là. Donc ça, ce sont des victoires déjà acquises. C'est conquis, c'est fait. Maintenant, nous devons livrer les batailles de notre époque. Absolument. Et dans ces batailles-là, c'est faire en sorte effectivement que ce républicanisme, parce que moi, je suis aussi très attachée à la République. Je crois que c'est la façon la moins imparfaite de faire société. C'est la façon, pour l'instant, la plus généreuse de faire société, au-delà des différences, en respectant ces différences, sans les sublimer jusqu'à l'exaltation. Il faudrait qu'il y ait plus d'hommes politiques et de femmes politiques qui fassent référence à Gaston Monnerville. Il faut mener ces batailles-là. Je n'ai entendu que Ramayad se réclamer de Gaston Monnerville dans et aux valeurs qu'il représente. Je prends l'exemple. C'est toujours dangereux de faire des anachronismes. Mais enfin, quand on voit aujourd'hui ce que j'appellerais l'affaissement démocratique, y compris chez nos parlementaires. Pardon pour ceux qui ne sont pas affaissés sur le plan démocratique, mais tout de même. Le vote de la loi sur la rétention de sûreté. Vous imaginez un instant que Monnerville aurait accepté, étant président du Sénat, de voir un Sénat voter une loi qui dispose que quelqu'un qui a purgé sa peine jusqu'au bout peut être, sans avoir commis un acte nouveau, à nouveau détenu jusqu'à la fin de ses jours parce qu'il présenterait un risque. On imagine la beauté du discours. Oui, on imagine. Voilà ce qu'il manque. Le dernier mot, parce qu'on arrive à la fin. Que nous dirait Monnerville s'il était parmi nous aujourd'hui? Il dirait, jeunes gens, nous serions des jeunes gens, pour Monnerville, pensez à 2012, pensez à 2009 aussi. En tout cas, soyez forts, croyez en la liberté, et surtout, il dirait ce qui était sa devise, fais ce que tu dois. Et il a dit, vivez debout, visière haute, ne pactisez jamais avec le mensonge. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Christiane Taubira, merci Jean-Claude Beaujour, merci monsieur Christian Charrière-Bournazel, bâtonnier de Paris, merci à Claude Ribes. Alors, hommage à Gaston Monnerville le 14, au Palais de Justice de Paris, pour ceux, en tout cas on espère qu'on aura contribué à mieux vous faire découvrir et connaître Gaston Monnerville. N'hésitez pas à lire, à vous documenter, puisque les politiques et les programmes scolaires ne le font pas. Le livre qu'il avait écrit s'appelle Témoignage de la France équinoxiale au Palais du Luxembourg. Bien. Lisez-le. À demain dans toutes les France. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Le 26 avril, le porte-parole de la jeunesse africaine est au Zénith de Paris.